Bien, bonjour à tous. Donc, on est content d'être parmi vous. Merci à Philippe de nous avoir invités à vous faire ce retour d'expérience autour d'une aventure qu'on a vécue ensemble, la construction et donc la mise en ligne et la première session du MOOC agroécologie. Donc, Sarah Clerquin, effectivement, qui est ingénieure pédagogique, qui a été très impliquée dans ce projet, n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Donc, heureusement, Julien, qui a beaucoup aussi travaillé avec nous et qui a ses compétences d'ingénierie pédagogique avec nous. Et puis, Jean-Louis Porret, le responsable des services de ressources pédagogiques et numériques de Montpellier Supagro. Et donc, moi-même, Stéphane de Tourdonnet, professeur d'agronomie et d'agroécologie à Montpellier Supagro, qui était le porteur de cette expérience-là. Donc on va très rapidement vous dire ce qu'on a fait et puis pour pouvoir après répondre à vos questions et faire à la fois partir finalement de cette donne qui change dans l'enseignement numérique. Je ne vais pas détailler parce que Philippe aussi l'a fait et puis le projet à Green Camp il est bien inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'on le voit bien que actuellement en tant qu'enseignant-chercheur ou chercheur, l'émergence de la culture numérique fait qu'à la fois pour l'enseignement et pour les institutions, il y a des nouvelles et de nouveaux enjeux autour de la prise en compte justement de cette culture numérique, d'utiliser le numérique pour l'innovation pédagogique et puis d'ouvrir nos institutions au plus grand nombre, qui va être un élément clé. Et puis pour les institutions, la question de la visibilité, le partenariat et puis bien sûr derrière du modèle économique et des nouveaux modèles économiques qui se mettent en œuvre autour de cet usage du numérique. Et donc, on a construit notre exposé autour de centrer sur cette expérience du MOOC agroécologie et d'une réflexion en quoi cela éclaire ces différents enjeux. Alors, quelques chiffres clés du MOOC. Donc, comme le disait Philippe, il a été joué pour la première fois fin septembre 2015. Donc, on a eu plus de 12 000 inscrits. Vous voyez, avec de 16 à 86 ans, donc avec une pyramide d'âge. Alors c'était un enjeu effectivement pour nous. Vous savez, les MOOC, ça s'adresse au grand public, c'est-à-dire tout le monde peut s'inscrire. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, c'est comment partir finalement de notre matériau, de notre savoir-faire pédagogique pour s'adresser non pas à des étudiants, mais à un grand public avec une diversité de profils qu'on n'imagine même pas au début. Et ça, c'est vrai qu'il y a, du coup, on a des prises de tête pédagogiques, de se dire, mais comment on peut dire, comment on peut faire, etc. Et la nécessité d'associer finalement les enseignants à d'autres métiers pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Et c'est vraiment ça qu'on veut vous relire avec vous aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on le fait avec plusieurs voix, parce que c'est pas qu'une histoire d'enseignant, c'est vraiment une histoire d'une équipe qui a porté ça. Et donc, vous le voyez, effectivement, c'est 12 000 inscrits. Alors, il y a un pic qui est autour des jeunes, effectivement, entre 20 et 30 ans. Mais on voit que finalement, les 30 à 40 ans, c'était 30%. Les 40 à 50 ans, il y avait encore 20%. Et 50 à 60 ans, 11%. Donc, finalement, on s'adresse à des classes d'âge très différents. Il faut pouvoir imaginer, effectivement, des contenus qui vont intéresser tout ce public-là. L'autre difficulté, on a eu plus de 100 nationalités au niveau des participants du MOOC. Alors 30 pays avec plus de 10 inscrits. Et vous avez ici donc plus de 6600 en France, 240 en Belgique, puisqu'il y a des Belges dans la salle. Et vous voyez ici les chiffres sur les principaux pays clés, d'accord, en termes de nombre d'inscrits au MOOC. Et donc, derrière cette idée, effectivement, qu'un MOOC va avoir un impact à travers ce nombre de personnes impactées. Et derrière, en termes de pédagogie, comment faire de l'enseignement et de la pédagogie à 12 000 ? C'est ce qu'on va vous présenter. 52% des inscrits ont un niveau master. Alors, il faut bien aussi savoir que sur les 12 000, évidemment, il y a les raisons pour s'inscrire à un MOOC sont extrêmement variables. Entre ceux qui s'inscrivent juste pour voir ce qu'il y a et qui vont cliquer 3-4 fois et s'arrêter là, et jusqu'à ceux qui vont aller jusqu'au bout, faire toutes les évaluations, participer de manière très, très intense. Donc, on n'a pas encore fini de dépouiller les données, aussi parce que la plateforme Fun qui a accueilli le MOOC ne nous les a pas encore complètement tout envoyées, pour savoir effectivement quels ont été les profils de ces 12 000 inscrits et jusqu'à quel point ils ont participé au MOOC. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on avait une plateforme qu'on a hébergée qui s'appelle Mahara, pour pouvoir porter je vous présenterai juste après, des échanges entre participants, des groupes d'échanges. Et on sait que sur ces 12 000, il y en a 3 000 qui se sont inscrits sur cette plateforme Mahara, donc qui ont participé activement à l'échange. Les autres étaient juste dans le transmissif, au sens ils recevaient l'information, mais sans
sans participer activement à ces groupes d'échange. Donc il y a 128 groupes d'échange qui ont été créés par les participants sur cet espace dédié pour ça. Donc la conception, pour revenir un petit peu sur l'histoire après ces quelques chiffres clés. Donc à l'origine, c'était une des 5 actions d'un projet financé par Agropolis Fondation, parmi pour Promoting Agroecology Demands Innovation in Education, donc, dont je suis le coordinateur. Et on avait imaginé à l'époque faire un prototype de MOOC, c'est-à-dire commencer à se faire la main sur les MOOC, sachant que c'est un projet qui est centré sur l'usage du numérique, mais dans différentes situations, depuis MOOC, donc grand public, niveau master, école chercheur et enseignement technique, en disant comment on peut, à partir de cette expérience, avancer là-dessus. Renforcement institutionnel, effectivement, il y a eu un input d'Agrinium en disant on veut soutenir, c'était le début aussi de la création d'Agrinium Université en ligne, et à partir de ce moment-là, la décision, je suis représentant de Supagro à Agrinium, donc d'appuyer à la création de MOOC, et donc l'idée de se dire, voilà, il y a un prototype de MOOC qui était prévu, on va en faire un vrai MOOC et plus rapidement que prévu, c'est-à-dire que ça a été un MOOC qu'on a construit en moins d'1 an. Donc ça a été très contraint en termes de timing. C'est-à-dire que oui, ça a été très rapide. Et l'autre aspect, donc l'UVAE, l'Université virtuelle d'agroécologie, aussi à travers l'équipe d'enseignants qui réfléchissaient autour de cette thématique agroécologie, a été aussi un soutien pour le MOOC. Donc finalement, en termes de concepteurs, vous voyez, 11 enseignants-chercheurs, dont 8 de Supagro, couvrant une diversité disciplinaire qui nous semblait très importante pour pouvoir aborder la question de l'agroécologie. 2 journalistes, ça c'est aussi quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on a embauché en fait comme éditrice web. D'accord ? C'est-à-dire la question de se dire s'adresser au plus grand nombre. Nous, en tant qu'enseignants, on sait faire de la pédagogie. Là, il nous fallait des métiers issus du journalisme, et notamment du journalisme sur la toile, qui permet effectivement de mettre en scène, j'allais dire, la formation et l'information pour qu'elle soit réellement accessible. Et ça, c'est vraiment des compétences qui nous ont beaucoup aidé à ça. Des chercheurs également qui ont été impliqués de différents organismes, et puis une équipe TIS, dont vous avez 2 éminents représentants ici, mais effectivement avec, là je laisserai Jean-Louis détailler plus effectivement ces différents métiers qui nous ont été très importants, donc à la fois en ingénierie pédagogique, je vous l'ai dit, éditrice web, community manager, c'était Julien qui occupait ce rôle. Réalisateur, Jean-Louis, au niveau audiovisuel, et technicien audiovisuel, infographiste, informaticien. Donc il y avait vraiment toute cette équipe. Et c'est vrai qu'un des enjeux du MOOC, ça a été de coordonner ce collectif, en fait. Et c'était ça qui était vraiment important, notamment en définissant le rôle de chacun dans la construction de ce projet-là. Rapidement, comment il était construit? Donc, vous savez, un MOOC, ça se déroule en plusieurs semaines. L'effort qui était demandé, c'était 3 à 4 heures par semaine sur 6 semaines. Et donc, chaque participant, voilà, on apportait, si vous voulez, à la fois des contenus pour faire ces 3 à 4 heures par semaine. Donc, à la fois des contenus transmissifs, des contenus d'auto-évaluation, de mise en... de quiz, etc. Et puis des activités d'échange entre eux, parce que c'est ce qui fait une des forces du MOOC, c'est tous les apprentissages qui se font à partir d'échanges entre pairs. Et donc on conçoit un dispositif qui associe du transmissif, des activités et des apprentissages. On disait, tiens, discutez de ça dans vos groupes de discussion. Et là, c'est vrai qu'il y a, j'en reparlerai, mais une partie finalement de la formation qui échappe aux formateurs de fait. C'est-à-dire qu'on conçoit le dispositif, mais après c'est eux qui se l'approprient et qui en font des choses qui nous ont à la fois épatés et parfois, c'était très, très étonnant parfois, et puis parfois très intéressant de voir tout ce qui se jouait dans ces échanges et comment ils apprenaient entre eux à partir de leur expérience, de leur réaction au cours, etc. Donc du coup, on a eu la première séquence a été vraiment, on l'a dédiée sur la construction de cette communauté, et puis menez votre enquête, j'en parlerai un petit peu plus tard. Puis après, d'autres séquences, différentes séquences, première sur l'émergence de l'agroécologie. Je passe très vite, hein, vous pourrez questionner après. Donc, puis au passage, je vous présente Archibald, qui était notre mascotte, qui est créé par notre infographiste Élie. Et puis voilà, chaque semaine, on imaginait quelque chose qui illustre bien le thème de la semaine. Donc, séquence 2 sur les différentes approches de l'agroécologie. Séquence 3 sur la mise en œuvre de l'agroécologie dans différentes
dans différents systèmes, en culture associée, en agroforesterie, en maraîchage, en élevage. Il y a en agriculture de conservation qui va être bientôt construite également. Et enfin, une dernière semaine, alors que je détaille un tout petit peu plus, parce que on a également eu tout le long de ce MOOC une activité où on demandait aux participants qui le souhaitent de mener des mini-enquêtes. C'est-à-dire qu'il se trouvait une situation un acteur, quelqu'un qui parlait d'agroécologie, un agriculteur, un conseiller, un commerçant, etc. Et on lui donnait des cadres pour faire son enquête. Et chaque semaine, en fait, ça lui permettait d'utiliser les cadres qui étaient donnés, par exemple, sur les différentes approches. Quelle est l'approche revendiquée par l'acteur que vous enquêtez sur l'émergence, comment cette conscience ou cette question agroécologique a émergé, etc. Et donc, ça lui permettait à la fois de mettre en application les cadres qui lui étaient donnés sur son activité d'enquête. Et la dernière séquence, c'était une séquence où on partageait les enquêtes. Donc là, derrière, avec une approche constructiviste, finalement, de la formation, où c'est les participants qui construisent une partie du matériel de formation. Et c'est vrai que ça nous a plu, enfin beaucoup plu de faire ça, parce qu'on teste des choses qui sont un petit peu nouvelles et que le numérique permet, c'est-à-dire cette question de dire, OK, soyez acteurs de votre propre formation, et ceux qui ont une expertise, qui ont un cas d'enquête intéressant, mais vous publiez, et puis il y avait des réactions des autres, et puis des questions, enfin il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de ces enquêtes. Une lettre info qu'on envoyait chaque semaine, et ça c'était Julien qui était responsable de ça en tant que community manager. Et puis, je disais, des forums et des groupes d'échange. Ceux qui étaient sur Mahara, donc 128 groupes d'échange, où là, on leur a laissé la main. On dit, c'est à vous de créer les groupes d'échange sur les thèmes qui vous semblent intéressants. Et donc, au total, ils en ont créé 128. Alors, sur une thématique de l'agroécologie, ou sur des agriculteurs agroécologiques à travers le monde, ou sur ceux qui sont en Alsace et qui, parfois, c'était très géographique ou très localisé, ou parfois très thématique. Enfin, il y a eu tout. Et on a vraiment décidé dans la conception de se dire, c'est pas nous qui allons prédéfinir les groupes, c'est à vous de faire les groupes. Et donc, du coup, c'était un des participants qui animait le groupe qu'il avait construit. Et ces groupes, ils avaient entre 5 et 700 participants, chaque groupe. D'accord ? Donc, c'était à dimension variable pour discuter de plein de choses. Des forums d'échange également sur l'assistance technique et pédagogique autour de l'enquête. Et puis, sur chaque séquence, il y avait également un forum d'échange spécifique à la séquence sur lesquels ils pouvaient poser des questions qui nous ont permis d'animer les événements live. En fait, chaque semaine, on avait un petit événement d'une demi-heure où les enseignants qui avaient participé à la conception du module de la semaine répondaient en direct aux questions posées par les étudiants, par les participants. Et donc, à la fois les questions posées sur le forum et puis les questions qui arrivaient en cours de route sur Twitter, sur les réseaux sociaux ou sur le forum. Donc voilà, donc ça vous donne finalement l'image du dispositif où on voit que la conception de cours en elle-même, c'est une partie, mais en temps d'apprenant, c'est moins de la moitié finalement qui est autour de ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur les forums, sur les lives, et qui complètent finalement ce dispositif de formation. Du coup, en termes de retour d'expérience, je vais commencer, puis après je laisserai la parole à Julien et puis à Jean-Louis. Donc on a fait aussi un débriefing avec l'équipe TIS. Là, on a la semaine prochaine aussi un débriefing plus large au sein de Montpellier Supagro. Ce qui est partagé, c'est que c'est vraiment ça a été une très belle dynamique collective. C'est-à-dire quelque chose de très enthousiasmant où parfois difficile, parce que c'était pas évident c'est un peu une grosse machine quand même, et puis donc forcément, et puis dans un temps très court. Donc ça nous a obligés effectivement à être être un peu sous pression pour pouvoir le faire. Un dispositif complexe, vous l'avez vu, et du coup tout un apprentissage aussi à la fois sur le process de conception, mais également sur les rôles de chacun et sur comment ces rôles bougent, parce qu'on le verra, enfin je le ferai du point de vue des enseignants, mais également du point de vue de l'équipe TIS, de rentrer là-dedans, ça fait bouger les lignes. D'accord ? Et ça oblige finalement à travailler ensemble sur des choses où on n'était pas habitué, donc il faut mettre tout ça en place. Alors, du point de vue des enseignants, l'impression que j'en ai, et puis qu'on en a aussi en partageant avec les collègues enseignants-chercheurs, c'est vraiment cette question que même si on est dans le numérique, etc., en fait, la pédagogie est au cœur de toutes nos discussions. C'est-à-dire que moi, je suis un enseignant qui n'est pas du tout fasciné par la technologie, je ne suis absolument pas geek, et ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, de voir effectivement comment ces nouveaux outils interrogent la pédagogie, qui est notre cœur de métier, et ce que l'on apprend en présentiel, est complètement éclairé et transformé
par à la fois les nouveaux outils, mais surtout les nouveaux dispositifs. D'accord ? Comment s'adresser à tous ? Comment lancer des questions dans les forums qui vont rentrer en résonance avec ce que l'on a mis comme transmissif et ce qu'on a mis comme activité. Donc comment imaginer cette cohérence globale du dispositif qui est vraiment notre cœur de métier quand on fait du présentiel. Et ça, c'est les mêmes compétences qu'il y a derrière d'une certaine manière, mais avec des nouveaux outils. Par contre, il y a des déplacements nécessaires. Et les déplacements, c'est effectivement pouvoir travailler avec d'autres. Là, dans ce cas-là, c'était pouvoir s'adapter à un public spécifique, donc travailler aussi avec des journalistes qui sont dans l'édition web, par exemple. Des déplacements aussi dans le rôle, par exemple, les lives, là, on a un rôle d'animateur. Et vraiment, et de donner une interaction avec l'apprenant pour éviter aussi qu'il se sente seul devant son ordinateur. Il y a vraiment quelque chose qui se joue autour. Le numérique, ça marche à condition que la personne qui apprend ne se sente pas suivant sur l'ordinateur ou à écouter des vidéos d'une heure. Des déplacements aussi dans le fait de découper l'enseignement en tout petits grains, d'accord ? C'est-à-dire pas plus de 5 minutes. Donc, ok, je fais un cours d'1h30, comment je l'imagine, un scénario sur lequel les petites séquences vidéo, la petite chose à lire, l'activité, tout ça ne fera pas plus de 5 minutes. Et c'est l'enchaînement de ces différentes perles qui va donner une cohérence globale. Donc ça, pour l'enseignement, pour l'enseignant, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et on a beaucoup travaillé avec les collègues pour construire ces scénarios pédagogiques qui permettent toujours de mettre l'apprenant dans une situation qui change rapidement et qui l'évite de s'endormir. Apprentissage entre pairs, le fait de faire confiance sur les apprentissages qui vont se jouer dans les réseaux sociaux, c'est vécu par les enseignants comme une certaine dépossession. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus complètement le contenu de la formation. Et ça, c'est parfois un peu déstabilisant. Ça nécessite d'avoir une certaine confiance, d'imaginer le dispositif qui va permettre que ça ne parte pas dans tous les sens, parce que la question de se dire, mais finalement, sur les réseaux, ils peuvent dire n'importe quoi sur l'agroécologie. Et donc, ce MOOC peut faire dire n'importe quoi sur l'agroécologie. D'accord ? Alors, bien sûr, on a une petite veille pour éviter les dérapages, mais en même temps, on n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des tas de choses intéressantes. Parfois, on intervenait, mais on n'a pas pu tout suivre. D'accord ? Donc, il y a effectivement quelque chose qui est laisser faire. Et puis, a posteriori, quand on a regardé, on a vu une créativité, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, qui sont rentrées dans la formation par cet apprentissage entre pairs. Travailler et innover avec d'autres, ça, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué autour de l'animation pédagogique et notamment à l'interface entre enseignants et équipe TIS, et puis animation scientifique aussi. C'est-à-dire que le fait de faire participer des chercheurs à la construction de ressources a été un élément très intéressant pour les associés. Dans les événements live aussi, ils pouvaient venir et puis interagir, etc. Donc, de jouer sur cette articulation avec la recherche. On a réussi, dans une certaine mesure, à maîtriser le côté chronophage qu'ont ce type de choses. C'est-à-dire que, sauf pour le porteur, c'est-à-dire que c'est vrai que j'y ai passé beaucoup d'heures, et Sarah aussi, parce qu'on coordonnait, on était les deux coordinateurs, au sens Sarah plutôt équipe TIS, moi équipe enseignante. Mais après, les enseignants qui ont participé à ça, c'était de l'ordre de 2, 3, 5, 6 jours de travail, tout compris. Donc c'est quelque chose qui est raisonnable dans l'emploi du temps des enseignants, dont on sait qu'ils sont surchargés. Je passe la parole à Julien pour... Je sais pas, je vais au centre. Ok. Merci Stéphane. Du point de vue de notre équipe, comme l'a un peu dit déjà Stéphane, c'est que 12 000 personnes, il faut les animer, il faut rendre active cette communauté. Et c'était un challenge pour nous parce que c'était notre premier MOOC, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et du coup, il a fallu imaginer un dispositif où, Stéphane l'a un peu dit, où est-ce qu'on allait placer le curseur entre l'hyper-réactivité, où il fallait répondre très rapidement sur les forums parce qu'il pouvait y avoir un blocage au niveau des apprenants, ou le laisser faire, ce qu'a dit Stéphane, c'est-à-dire les laisser interagir entre eux. Donc il a fallu jauger où est-ce qu'on plaçait ce curseur-là. Et puis, par rapport à ce curseur, les apprenants, en fait, ils sont décalés par rapport à ce que, quand le MOOC se jouait, eux allaient travailler le soir, voire les week-ends. Donc nous, c'était
être présent le soir, les week-ends, pour répondre le plus rapidement possible à certains messages. Une opportunité de tester des dispositifs innovants. Il en a parlé, la plateforme Mahara qu'on a utilisée pour les activités collaboratives, pour nous c'était tout nouveau. En fait, on a laissé libre champ aux apprenants de prendre en main cette plateforme pour qu'ils puissent créer des groupes d'échange, monter leur enquête, toujours en ayant un regard un peu d'assez loin pour éviter un peu les dérives. Le MOOC, c'est vraiment un espace de créativité très fort. Donc, du dispositif, par exemple, des lives, on a imaginé le dispositif en entier, hein, c'était créé de toutes pièces, sachant que, Stéphane vous l'a dit, il y a quand même un rôle au niveau de l'enseignant, au niveau de l'animateur télé, entre guillemets, puisqu'il faut imaginer que Stéphane, avec les autres enseignants, était face à un amphi complètement vide, et il parlait à une caméra. Donc c'est quand même pas si évident à faire. Donc tout ça a créé de l'effervescence au niveau de l'équipe et je pense que ça a aussi resserré les liens entre nous, entre les différentes équipes du service, entre l'équipe audiovisuelle, entre l'équipe TIS. Je pense que ce MOOC-là a permis vraiment de travailler vraiment en cohérence. Une approche pragmatique, c'est en lien avec cet espace de créativité. Les TIS, enfin notre équipe, avait des milliards d'idées. On pouvait aller très très loin. Mais par rapport, il fallait vraiment coller avec les objectifs du MOOC et les objectifs pédagogiques du MOOC. Donc il fallait un peu replacer un curseur entre notre créativité et ce qui était vraiment faisable par rapport aux objectifs pédagogiques. Et une nécessité de beaucoup d'adaptation, on vous l'a dit, au niveau des enseignants, de leur disponibilité, du nouveau rôle que prend l'enseignant dans ce dispositif, mais aussi faire attention à essayer d'anticiper au maximum les problèmes techniques. Alors nous, sur le MOOC, on a tout eu. On a eu tous les problèmes de la Terre. On a la plateforme Fun qui s'est arrêtée pendant tout un week-end. Donc vous imaginez, le week-end, c'était les apprenants qui voulaient travailler. On ne pouvait pas communiquer avec eux, on ne pouvait pas leur envoyer de mail, on ne pouvait pas réagir sur les forums. Et le seul moyen d'accès qu'on avait avec eux, c'était les réseaux sociaux. Sachant que, si vous avez vu la diversité des âges, tout le monde n'était pas sur les réseaux sociaux. C'était très compliqué. Donc du coup, on a essayé d'imaginer au fil de l'eau de nouveaux dispositifs, faire des rattrapages, essayer de réexpliquer les choses. Voilà. On a agrandi une semaine, qui était très courte dans le temps. Donc voilà. Et aussi le retour des apprenants en fonction de l'avancée dans les forums, comme vous voyez les messages arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez 12 000 personnes à gérer, même si au final ils ne sont pas vraiment 12 000, dès que vous avez le moindre écueil sur l'organisation, sur le contenu, etc., c'est de suite, c'est notifié, de suite il y a des messages dessus, quoi. Je vous prends un exemple. On avait, sur une vidéo, on avait oublié de mettre la transcription des vidéos, d'une des vidéos. Et on s'en est rendu compte, il devait être, je crois que c'était 7h30 du soir. Et on s'est dit, bon, on la mettra demain matin. Non, ça ne marche pas, ça. C'est que dans la nuit, c'était vers 20h, un truc comme ça, il y avait une dizaine de messages sur les forums où allait la transcription de la vidéo, quoi. Donc il faut faire attention, il faut bien revoir les choses, les tester en avance, ce qu'on a eu des difficultés à faire au début parce que c'était assez rapide pour la mise en place du MOOC. Voilà, mais c'est une richesse quand même, parce que ces apprenants qui nous ont fait des retours ont permis à l'équipe pédagogique d'imaginer une nouvelle séquence. C'est bien ça. Donc il y a des apports que les apprenants font via les forums, via la plateforme collaborative, qui sont une richesse pédagogique impressionnante. Voilà.
va modifier le discours. Donc, un MOOC, ce sont des compétences. Hein. Il est vraiment important de pouvoir, au niveau d'une équipe, avoir ces compétences pour que tout puisse véritablement fonctionner. Donc là, de façon très schématique, on a le savoir qui est quand même bien en tête, la pédagogie, Stéphane en a parlé, qui est hyper importante. Hein. Il faut vraiment mettre en œuvre toutes les possibilités pédagogiques, parce que un MOOC, c'est pas un face-à-face, hein, c'est pas un enseignant dans un amphi, c'est vraiment un dispositif qui est totalement différent. Donc il faut vraiment une pédagogie qui va être adaptée à ces dispositifs. Et donc quand on a associer ce savoir et cette pédagogie, il va falloir tout mettre en œuvre, donc réaliser. Hein, donc la réalisation, c'est à la fois de la technologie, mais aussi c'est de l'ingénierie. Hein, donc que ce soit au niveau des TIS, au niveau de l'audiovisuel, c'est tout un ensemble qui va vraiment permettre de pouvoir réaliser la ressource. Donc, quand on parle de compétences, derrière, il y a naturellement des moyens humains, mais également des moyens techniques. Donc là, j'ai essayé de vous représenter un peu ce qu'est l'équipe TIS, sachant que c'est une équipe qui n'est pas née comme ça d'un coup de main. Hein. C'est une équipe qui s'est construite sur environ 5 ans. Hein, et qui, je crois que la force de notre équipe, c'est en fait d'avoir plusieurs métiers. Hein, donc vous pouvez le voir sur cette slide, il y a vraiment plusieurs métiers. Mais un informaticien, c'est un informaticien. Et quand il arrive dans une équipe TIS, il faut qu'il change de posture. Hein, ce n'est plus qu'un informaticien. Il va falloir, en fait, comme les autres, avoir une culture commune pour permettre à l'ensemble de cette équipe de se comprendre. Il est hyper important que dans l'ensemble de l'équipe, chaque membre de l'équipe puisse comprendre les autres. Hein, il y a une part de communication qui est hyper importante. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que avoir simplement des métiers les uns à côté des autres, ça ne fonctionne pas. Hein. Quand il y a un problème, le problème c'est bien l'équipe qui l'aborde, hein, et c'est bien parce qu'on a cette culture commune qu'on va pouvoir trouver la solution à ce problème. Alors, je redonne la parole après. Excusez-moi, je me suis trompé dans l'ordre des diapos, donc excuse-moi Jean-Louis. Juste pour finir, voilà, innovation numérique, innovation pédagogique, ce qui compte, c'est l'innovation pédagogique. D'accord ? Et effectivement, l'innovation numérique, il y a une diversité, il y a une créativité possible, mais le côté pragmatique, c'est de se dire quelle est la plus-value pédagogique de ce que l'on fait. Et c'est vraiment ça qui nous a toujours... c'est un enjeu clé. Et l'autre enjeu, ça va être de dire comment on va ancrer des apprentissages dans des contextes locaux. Comment on se met à la place de chacune des personnes. Et c'est pas, à la fois, il y a un côté très global. On dit on fait un 12 000, mais OK, comment chacun peut recevoir ça. Et du coup, une plasticité finalement des dispositifs. La question de l'enquête, la mini-enquête, c'est bien, ça répond bien à ça. On a déjà... Intérêt limite, on a déjà beaucoup parlé. Donc je vous laisse regarder, on pourra y revenir dans la discussion parce que le temps avance effectivement. La dernière limite, effectivement, mais ça on en rediscutera, c'est la question du modèle économique qui est derrière. D'accord ? C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, aussi bien pour IDEFI que pour le MOOC, on se finance sur projet. On sait bien que cet usage du numérique n'est pérenne que si on trouve un modèle économique qui va permettre d'aller là-dessus. Donc là, je te Oui, donc insister que le MOOC, c'est une véritable aventure. Hein. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Quand je parle d'aventure, c'est vraiment une aventure comme on peut voir au cinéma, hein, c'est-à-dire avec des embûches, avec des problèmes des fois qui paraissent insurmontables, mais qu'on va résoudre justement parce que l'équipe, et c'est une autre force, était une équipe solidaire et elle doit rester solidaire. Donc un conseil que je peux donner, c'est vraiment être capable, quand on se lance dans ce genre d'aventure, de vraiment créer un ensemble de personnes qui vont véritablement se comprendre et qui vont être capables, ensemble, de pouvoir franchir les différents obstacles. En fait, un MOOC, ce n'est pas un enseignant qui va diriger un ensemble, c'est bien une équipe qui travaille.
Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, ça a été un petit peu long, mais c'est important ce retour d'expérience à 3 voix parce que je pense que pour tous ceux qui vont avoir à construire les modules d'enseignement dans le cadre d'AgreenCamp, je pense que ça vous interroge. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je suppose. Bonjour, Micheline Marissette de l'École nationale de formation agronomique de Toulouse. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est, vous dites qu'il y avait 3000 participants actifs. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'à un moment, vous avez un dispositif d'évaluation pour savoir ce qu'ils en ont retenu et combien? Oui, donc il y a un dispositif, y compris de certification. C'est-à-dire qu'on leur envoie une attestation de réussite en fait, à la fin du MOOC. De mémoire, ça c'est Sarah qui sait ça par cœur, il y a eu un peu moins de 1000 attestations. Voilà, on est un peu en dessous de 10%, je crois, voilà, par rapport aux... C'est-à-dire des gens qui ont été jusqu'au bout, qui ont fait tous les processus. Il y a aussi de l'évaluation par les pairs. Vous savez, c'est-à-dire qu'on fait un devoir, voilà, qui est corrigé par d'autres, et nous, on corrige 3 autres devoirs. Donc voilà, tout ça, ça en fait partie, effectivement, je ne l'ai pas présenté. Voilà, donc c'est cohérent avec ce qui s'était déjà passé. Et puis la seconde question, c'est par rapport au temps de tutorat. Est-ce que vous avez réussi en tout cas à le formaliser et à avoir un chiffre de temps? Parce qu'en fait, on parle de modèle économique. C'est ce qui va faire que l'expérience pourra être duplicable. C'est combien de temps vous allez passer une fois que la mise en place est faite pour accompagner les apprenants? On a fait aussi un tableau. Enfin, tu te souviens de mémoire, parce que là aussi c'est Sarah qui a voilà, on a regardé le temps. C'est pas si énorme que ça. Alors, du point de vue enseignant, c'est chaque équipe finalement enseignant qui construit le MOOC et fait le tutorat pendant la semaine où se joue sa séquence. Donc ça limite dans le temps. Et pour l'enseignant, c'est de l'ordre de 1 heure à 2 heures par jour pendant cette semaine-là. Pour l'équipe TIS, il y avait une personne à plein temps. Julien était aussi très, très impliqué sur les aspects communication pour suivre ce qui se passait sur les réseaux, etc. Donc voilà, donc c'est sans doute 1,5 personnes à plein temps, je pense, pendant toute la durée pour l'animation et le tutorat. L'enjeu, et ce qu'on va effectivement tester pour la suite, c'est d'impliquer les étudiants dans le tutorat du MOOC. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en œuvre un nouveau parcours sur Montpellier Supagro qui s'appelle agroécologie. Et l'idée, c'est de jouer le MOOC en même temps que ce parcours-là et d'impliquer les étudiants dans l'animation des groupes de discussion. Parce que c'est une façon à la fois, eux, de les former, de voir ce qui se passe, nous, de faire de la supervision de ça, et donc de leur faire acquérir des compétences qui seront intéressantes pour eux, et en même temps, nous, de gagner, entre guillemets, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin d'1,5 personne à plein temps pour faire le tutorat côté TIS, et puis côté enseignant, ça reste modéré, enfin, ça reste suffisant. Oui, bonjour, Cécile Scorzoni, donc France Vétérinaire Internationale et responsable de l'équipe formation enseignement au CIRAD. Donc on est le deuxième projet de MOOC d'Agrignum sur épidémiologie, base en épidémiologie des maladies animales. On a assez souvent échangé avec Julien et Sarah sur votre expérience et le MOOC. Et c'est vrai que j'aurais 2 questions, ou une remarque. On nous oppose souvent, et je fais un peu l'avocat du diable de ce qu'on nous envoie, est-ce que le MOOC c'est vraiment de la formation, dans le sens où on a peut-être 11 000, 12 000 personnes inscrites, mais à la fin 900 personnes qui ont rendu des devoirs ou fait une évaluation des notions, et est-ce qu'on est dans vraiment... Alors il y a tout un système d'interactivité avec les forums, les réseaux sociaux et tout, mais la formation est peut-être quand même plutôt transmissive des fois et passive en termes de population. Là, vous dites qu'il y en a peut-être 3 000 qui sont allés sur la plateforme sur les 12 000 inscrits et puis 900 qui ont fini. Et donc, moi, on me dit, est-ce que le MOOC, c'est vraiment de la formation ou c'est plutôt une animation sur des notions qu'on prend un peu au menu, à la carte? Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser sur la pérennité des MOOC après, leur utilisation dans de l'enseignement dur, sur ou sous forme de TP, de travaux dirigés. Comment aller d'un concept où on est en public large et après aller sur de la vraie formation qui n'est pas que du passif, on va dire ludique, quoi. C'est un challenge, je trouve. C'est vrai. Le côté ludique aussi, c'est
dans l'introduction du MOOC, j'insiste beaucoup là-dessus aussi, sur le fait de dire la formation, ça demande un effort. Et le MOOC, c'est pas que du ludique, justement. Et il y a des fois des textes un peu longs à lire, des choses, et alors qu'on a essayé de limiter, mais on n'est pas non plus de la gamification sur le MOOC. Pour répondre à votre question, je pense que le MOOC, c'est pas une formation, c'est des formations. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, effectivement, que ce soit une formation pour celui qui va jusqu'au bout, qui fait l'ensemble, etc. Et c'est 10% du public. Mais les 90 autres pourcents, quand on regarde ce qui s'est passé sur le forum, on voit qu'il y a eu des déplacements. Il y a plein de façons de se former avec un MOOC, y compris certaines personnes qui sont intéressées que par un petit bout du MOOC et qui vont regarder cette séquence-là et qui ne vont pas regarder les autres. Et il faut satisfaire cette personne-là. Et à chaque fois, on a utilisé des personnages. On imaginait des profils, une dizaine de profils de personnes qui suivent le MOOC, du plus accro à l'agroécologie jusqu'à quelqu'un qui est très extérieur. Et on testait au fil de nos ressources en disant qu'est-ce que chacune d'entre elles tirait de ce que l'on a construit, avec cette acceptation effectivement qu'on maîtrise pas. Voilà, c'est le participant qui définit lui-même jusqu'où il veut aller dans la formation. Après, ça peut être juste pour certains, effectivement, regarder, et pour peut-être une majorité, regarder et pas vraiment se déplacer. Parce que former, je pense qu'il y a une question de déplacement, d'acquérir de nouvelles compétences. Mais quand on regarde sur les forums, c'est plus que les 10% qui se sont réellement formés. D'accord, au sens qui ont appris. Et quand on a l'évaluation du MOOC, on est en train de l'évaluer, de l'analyser. Et c'est assez fabuleux de voir les retours de ces apprenants qui disent j'ai découvert plein de choses, depuis le temps. Et puis des apprenants qui sont en Afrique ou dans des lieux où il n'y a pas la ressource pédagogique, qui disent mais merci, grâce à vous, j'ai pu apprendre ça. En tant qu'enseignant, ça c'est fabuleux et je pense, oui, que ça fait partie de la formation. Comment ? Attends. Vite, hein. Est-ce qu'au final, la population, la classe d'âge et les diplômes des 900 derniers qui ont fini est différente des 12 000 votre cœur de public des 900, c'est quoi alors ? Ouais. Ça, on n'a pas fini l'analyse je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Il faudrait. Là aussi, il faut faire avec les grands nombres, on a du mal à tout analyser. Jean-Noël Auberto, INRA Toulouse, et donc porteur d'un des 14 modules d'AgreenCamp. Donc merci Stéphane pour ce retour d'expérience je pense que pour nous qui nous lançons dans la construction, c'est super intéressant. J'avais deux questions, une d'ordre paysagère et une pédagogique. Paysagère au sens paysage numérique, de l'enseignement numérique qui est en train, c'est un monde très foisonnant. Et tu as évoqué au tout début l'UVAE. Et là, je n'ai pas bien compris quel était le positionnement entre ce MOOC agroécologie et le premier module de l'UVAE qui est « Qu'est-ce que l'agroécologie ?» Donc, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et la deuxième question pédagogique, c'était, j'ai pas vu, alors peut-être que ça y est, mais tu ne l'as pas évoqué, je n'ai pas vu l'utilisation de modèles comme support pédagogique. Alors, est-ce que c'est un diagnostic d'enseignants qui trouve des limites à ce genre de support, d'interaction avec les apprenants, ou ce sont des raisons techniques? Savoir pourquoi il n'y a pas eu l'utilisation du modèle dans vos approches pédagogiques. Sur la première question, par rapport à l'UVAE et le module « Qu'est-ce que l'agroécologie ?», il a été central pour la séquence 2 sur les différentes approches. C'est-à-dire que cette séquence-là, notamment il y a Antoine Gardarin qui participait avec Elena Kazakou de Montpellier Supagro. Donc Antoine a été le porteur du module de l'UVAE. Et ce que l'on a travaillé là-dessus, c'est comment à partir de ce module qui est fait pour un public chercheur ou master recherche finalement, adapter à la fois l'exemple, les discours et le message à du grand public. Et ça a été vraiment un travail de traduction de ce qui s'est passé au niveau de cette construction de modules. Donc c'est ça, le lien essentiel. Sur la deuxième, l'usage de modèles. Ouais, dans l'étude de cas sur culture associée, c'est évoqué à un moment donné. C'est vrai qu'on ne l'a pas développé. On n'en a pas eu l'utilité pédagogique, mais ça aurait peut-être permis d'enrichir. Puis tu vas faire aussi quelque chose sur l'agroécologie et la protection des cultures. Je pense que là, effectivement, ça peut être intéressant pour donner à voir, pour montrer une dynamique qui peut être
qui peut être tout à fait intéressante. Après, là, il faut faire attention aussi. Les MOOC, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein d'autres façons de faire de la ressource numérique, et je pense que dans IDEFI, ce n'est pas des MOOC qui sont visés en tant que tels. C'est intéressant parce qu'on pousse un peu loin le bouchon, mais il faut pas que voilà, voilà, tout n'est pas MOOC. Et en particulier, les modèles, on peut les faire aussi pour un autre public et en dehors des MOOC, quoi. Bonjour, Benjamin Nourri de l'IRSTEA. On a travaillé également sur le module relations eau et agriculture sur les territoires. J'avais une question par rapport à la participation du public sur l'évolution du contenu. Vous avez évoqué rapidement que finalement les échanges vous avaient amené à modifier certaines séquences de contenu. Si vous pouvez nous donner un peu plus d'informations par rapport à ça. Je me demandais du coup si ça avait été également fait en amont. Est-ce que vous aviez consulté un certain nombre d'inscrits au préalable pour construire le contenu ? Et une deuxième question qui touche aussi l'amont, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser 12 000 personnes ? Comment est-ce qu'on les touche ? Comment est-ce que vous avez communiqué en amont pour pouvoir avoir ce nombre d'inscrits ? Alors, je vais partir de la dernière sur la communication, et puis comme ça, Philippe a le micro, il pourra compléter aussi s'il veut. C'est vrai qu'on a profité effectivement d'un contexte qui était favorable à l'agroécologie, qui était favorable au MOOC, qui était le lancement d'Agrinium. Effectivement, en fait, le MOOC agroécologie a été lancé sur le salon de l'agriculture en même temps que le lancement d'Agrinium Université en ligne. Donc il y avait 4 ministres présents, etc. Donc ça fait une caisse de résonance qui a effectivement été intéressante au début. On est sur une thématique qui est beaucoup discuté en France et à l'international. Et donc, après, à partir de ce moment-là, il y a vraiment un effet de fil en aiguille. On n'a pas du tout travaillé la communication. Un petit peu Agrinium, un petit peu voilà, autour du MOOC. Mais nous, en tant que Supagro, on n'a pas cherché, parce qu'on voulait qu'il n'y ait pas trop d'inscrits sur la première session pour déjà se faire la main. Donc là, on s'est planté, à moins que... Mais voilà, on voulait pas qu'il y en ait trop, quoi. Et du coup, on l'a pas tellement travaillé. Et c'est vraiment du bouche à oreille qui a fonctionné, quoi. Mais on n'a pas activé nos réseaux pour ça. Je peux compléter, je crois qu'effectivement, la thématique de l'agroécologie est porteuse en ce moment en France. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inscrits en France. Il y a l'effet FunMOOC. FunMOOC a des communications régulières. Et en particulier, si on regarde les pics d'inscription, le 3 septembre, il y avait eu, la veille ou l'avant-veille, une communication FunMOOC dans différents réseaux de communication. Donc il y a l'effet de FunMOOC qui joue beaucoup. Et par rapport à la dernière question sur l'adaptation par rapport au retour, on ne l'a pas fait en direct, c'est-à-dire que les contenus étaient... Alors, il y a eu des bêta-testeurs, c'est-à-dire que vu qu'on l'a lancé au Salon de l'Agriculture, c'était en février. Et le débarrage du MOOC, c'était en septembre. Donc, on a eu déjà des inscrits très tôt. Souvent, on le fait plutôt 2-3 mois avant, mais là, il fallait coller au calendrier. Donc, on a eu des inscrits très tôt, finalement. Et donc, on a envoyé des messages pour dire est-ce que vous voulez tester certaines ressources, et donc certains ont accepté de tester les ressources en amont par rapport au MOOC, mais en fait on a manqué de temps pour vraiment faire du test approfondi. Et sur le changement, en fait, dans la prochaine version, en fait, on va rajouter ici une dernière séquence. Enfin, on va décaler ça et rajouter ici une séquence sur la transition agroécologique. Parce que c'était un des éléments de se dire, OK, on voit d'où ça vient, on voit les différentes approches, on voit comment la mettre en œuvre, mais comment organiser la transition d'un point de vue politique publique, d'un point de vue économique, quels sont les leviers de la transition, ça manque pour l'instant à travers le MOOC. Et ça, donc, c'est un module qui est en cours de création actuellement et qui va être joué en septembre prochain. Donc là, on va rajouter ça, suite aussi à ces retours et à ce que l'on a pu percevoir des apprenants. Merci. Donc, alors, est-ce qu'il y a... Tu as déjà posé une question, donc je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est la dernière, parce qu'après, il faut passer à la prochaine séquence. C'est une question plus institutionnelle. La première fois que vous avez joué le MOOC, c'était sur Fun, et la seconde, alors, vous la jouez sur Fun aussi. Oui. Et la place de l'IAV2F, enfin d'AgreenCamp, est-ce que AgreenCamp va avoir une plateforme propre ? AgreenCamp est le nom du projet IDEFI numérique. Ce n'est pas le nom de l'université numérique.
pour information et un peu ironie, normalement ça devait s'appeler Green Campus, mais dans l'application de l'ANR, on ne pouvait pas mettre le US, donc ça s'est appelé Green Camp. Vous voyez, donc, bon, cela dit, c'est pas grave, c'est pas mal non plus. Et effectivement, la logique institutionnelle, c'est qu'il y ait une double marque, c'est-à-dire que la marque Agrinium est la marque de l'établissement porteur. Donc, du coup, c'est sur FunMOOC. Et donc, dans une URL qui est la page de l'établissement qui porte le projet, avec une page agroscience que représente Agrinium. Voilà, donc Agrinium va représenter l'ensemble de l'offre de tous les membres, et ensuite, les établissements auront leur propre logique de développement de leur MOOC. Bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup l'équipe de Montpellier Supagro. J'espère que ça vous a pas trop inquiété finalement, parce que peut-être que ça peut être effectivement pour ceux qui se lancent inquiétant. Je crois que ce qui est important, c'est la possibilité de... C'est celui-là, hein. Je vais pas remettre mes lunettes. Ce qui est important, c'est la possibilité de réfléchir à l'organisation, et qui n'est pas forcément une organisation à trouver par établissement, ça peut être aussi à trouver par site, hein, en termes de multi-compétences. Tous les établissements ne pourront pas forcément avoir cette structuration qui s'est faite dans le temps à Montpellier Supagro.